à cette journée et on lance vraiment la dimension de la participation des jeunes à partir de ce mercredi. À l'école d'été, la participation des jeunes est au cœur vraiment de l'organisation et vous dire aussi qu'il y a un groupe de jeunes utilisateurs de services qui se sont nommés les concernés, qui nous accompagnent et qui suivent chaque journée et qui feront un retour en grand groupe vendredi après-midi. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à la première session de présentation. Bon, déjà, je me présente. Moi, c'est Isabelle Lacroix. Je suis chercheure associée à la Crévage et je suis membre du laboratoire aussi Printemps à l'université de Versailles-Saint-Quentin, donc en France. Et nous sommes ravis de pouvoir venir échanger avec vous sur notre recherche portant sur l'engagement des jeunes placés et sortant de placement dans le système de protection de la jeunesse. Je laisse la parole à Rosita. Bonjour, c'est Rosita Vargas. Je suis assistante de recherche à la Crévage. Bonjour, je suis Isabelle-Anne Leclerc. Je suis aussi assistante de recherche à la Crévage et je travaille également comme assistante en évaluation de programme au Sherpa. On voulait prendre le temps, avant de commencer, de remercier les jeunes qui ont participé à la recherche, parce qu'après tout, c'est grâce à eux que notre recherche peut avoir lieu. Et également rappeler qu'aujourd'hui, l'occasion, en fait, dans le cadre de la présentation, mais aussi dans les 2 journées qu'on dédie à la participation, que l'objectif, en fait, c'est de donner la voix aux jeunes. Alors, afin de vous présenter les 2 recherches que nous avons menées sur cette question, nous voudrions tout d'abord vous présenter ce qui nous a amené à nous intéresser à cet objet de recherche. Alors, il faut savoir que la participation des jeunes en protection de l'enfance, c'est devenu une norme d'action publique sous l'influence des traités internationaux comme la Convention internationale des droits de l'enfant, mais également du droit interne français et québécois. Mais les rapports publics notent un décalage entre ces dispositions législatives et la pratique des professionnels. Donc, les intervenants qui travaillent auprès des jeunes en protection de la jeunesse ont davantage tendance à travailler sur les habiletés individuelles plutôt que sur des habiletés de participation, qu'elles soient individuelles ou collectives, alors qu'on sait que les habiletés en fait de participation collective vont aider les jeunes dans leur autonomie qui est très importante pour la transition à la vie adulte. Du côté de la recherche, on s'est intéressé aussi à ces jeunes, surtout les côtés de l'engagement, parce qu'ils étaient plutôt étudiés, en fait, sur l'angle de leur vulnérabilité. Et on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, avec leur capacité d'agir, qu'on sait que ça existe, en fait, et qui est présente aussi. Donc, nous sommes allés étudier des espaces de participation collective qui ont été créés dans les lieux de placement en France et au Québec. Alors tout d'abord, dans les lieux de placement, il y a 2 questions principales qui ont animé cette recherche sur les lieux de placement, à savoir comment et pourquoi ces jeunes placés en centre jeunesse sont-ils amenés à s'engager dans les comités des résidents et des usagers, mais comment ces formes collectives d'engagement peuvent-elles les soutenir dans leur processus d'autonomisation à la vie adulte. Alors, il faut savoir qu'au Québec, les comités des résidents et des usagers ont été créés dans les années 90 dans le but de placer l'usager au centre du système. En France, on les appelle les conseils de la vie sociale. Ils ont été créés en 2002 dans un contexte de consécration de la figure du citoyen dans les établissements médico-sociaux. Alors, nous avons réalisé en tout 17 entretiens de jeunes Québécois et Français, ainsi que 8 entretiens auprès d'intervenants qui animaient ces dispositifs de participation collective dans les 2 pays. Et nous avons aussi également recueilli la documentation interne. Mais dans le cadre de cette présentation, là aujourd'hui, je vais vraiment plus vous présenter les données québécoises en fait. Donc vraiment les comités des résidents et des usagers. Il faut savoir que ces comités, et on verra les représentants des comités des résidents tout à l'heure, qui seront là, les animateurs des comités des résidents et des usagers. Qu'est-ce que sont ces comités? Ça rassemble en fait les représentants des jeunes hébergés dans les différentes unités de réadaptation ou foyers de groupe des centres jeunesse. Les jeunes élus, ils vont représenter leur unité ou foyer auprès de la direction de l'établissement et eux, ils s'assurent des besoins de l'ensemble de leurs pairs en fait. Le comité des usagers, lui, il est constitué des jeunes représentants des comités des résidents et des parents. Il y a aussi les parents dont l'enfant a été placé ou qui reçoivent des services de protection de la jeunesse à leur domicile. Il y a vraiment un souci de défense des usagers à travers ces comités des résidents. En fait. Alors tout d'abord,
là, on va d'abord présenter les raisons de s'engager durant le placement. En fait. Donc, dans le temps qui me sont impartis, je ne pourrais pas vous développer les profils des jeunes, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais il faut savoir que malgré tout, ce sont des jeunes qui ont des dispositions à s'engager. Il faut savoir que dans leur trajectoire, la plupart étaient dans le dispositif PQJ, donc Programme Qualification Jeunesse. Ils avaient aussi connu des expériences d'engagement avant le placement, notamment dans les comités des étudiants, dans les écoles. Certains aussi avaient des expériences de bénévolat auprès des personnes âgées, ou dans les hôpitaux, ou à la banque alimentaire. Donc, en tout cas, c'était des jeunes qui se sentaient déjà légitimes pour participer. Et ça fait aussi réfléchir aussi à la façon dont les institutions recrutent ces jeunes qui sont souvent les plus ajustés aussi pour les intervenants. Mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, le rôle des intervenants est majeur dans les lieux de placement, dans l'entrée dans l'engagement de ces jeunes, mais également le maintien de l'engagement. Et souvent, ce sont des intervenants qui reconnaissent l'importance de ces lieux de participation collective. Alors tout d'abord, raison initiale de s'engager dans les comités des résidents et des usagers, il y a tout l'aspect, en centre jeunesse, une partie en tout cas de ces jeunes qui débutaient leur participation a énoncé d'emblée comme raison et effet immédiat de l'investissement dans ce comité des formes de plaisir ou de liberté dans un environnement de contrainte. Parmi les exemples qui étaient récurrents dans les discours, on retrouve le fait de manger une pizza ou de pouvoir casser la routine éducative instaurée. Ainsi l'exprime ce jeune qui est engagé dans le comité des résidents. Ah oui, avant ça, je voulais vous dire que nous avons, ce ne sont pas les paroles des jeunes que nous avons vraiment interviewés, mais nous avons décidé de vous faire des audios de paroles de jeunes, mais nous avons utilisé nos proches qui en fait présentent le discours des jeunes. Donc merci à nos enfants, à nos conjoints, à nos amis qui ont doublé les extraits de verbatim. Les extraits d'entretien. Parce que je ne vais pas mentir, j'avais rien à faire là. Et il y avait aussi des récompenses, des pizzas. Parce qu'ici, vous avez de la bouffe. Mais comme je ne prendrais plus de la bouffe à l'extérieur, j'avais envie du bon pizza au bacon. Donc en fait, ceux aussi qui étaient invités dans les comités des usagers ont évoqué de la même manière l'avantage de pouvoir aussi sortir du centre. Parce qu'à la différence des comités des résidents qui ont plutôt lieu dans les milieux de vie des jeunes, les comités des usagers rassemblent les parents et les jeunes. Donc ça amène à aller à l'extérieur et ça nécessite souvent de partir en voiture avec l'intervenant qui s'occupe de ces comités ou de prendre les transports en commun. Et les temps extérieurs sont des moments de rupture dans la routine très contrôlée du milieu de vie. Et pour ces jeunes, même la marque de confiance qui est accordée dans ce cadre-là est très importante pour ces jeunes en fait. Ensuite, pour les raisons initiales de s'engager, pour les jeunes que j'ai interviewés, en fait, la majorité des jeunes ont décrit ces lieux de façon très positive, comme permettant une certaine liberté d'expression, une opportunité de parler, dans un contexte où ils avaient le sentiment que dans les autres espaces de placement, leur point de vue était peu écouté. Ensuite, certains jeunes ont donné également comme raison initiale de s'engager le fait de pouvoir, en participant à un espace où ils donnaient leur point de vue, un point de vue qui c'est autour de l'amélioration des conditions de placement. Ils avaient le sentiment de pouvoir maîtriser leur vie dans un contexte de règles contraignantes en centre jeunesse où peu d'espace de manœuvre leur semble possible. Et là, je vous donne un extrait d'entretien autour de cette question de la maîtrise. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui cherchait à avoir un certain pouvoir dans ma vie. Puis avec les centres jeunesse, puis tous ces systèmes-là, mais ça va pas tellement. C'est surtout dans... Tu sais, quelqu'un qui a moins de problématiques que certains jeunes, mais tu cherches à avoir une certaine responsabilité de ce qui t'arrive de ta vie et de tout ce qui se passe dans le milieu où tu vis. Fait que ce qui m'a amené à voir ça, c'est comme avoir certains pouvoirs, certaines informations privilégiées de tout ce qui t'arrive, des centres jeunesse, puis tout ça. Alors, je voudrais quand même signaler que ce discours-là, d'avoir une maîtrise de sa vie par le biais des comités des résidents, c'est beaucoup ressorti pour les jeunes qui étaient en centre de réadaptation, beaucoup moins ceux qui étaient placés en foyer de groupe. Il faut signaler ici la carcéralité des centres de réadaptation, notamment dans son architecture et sa spatialité, et des sociologues en ont parlé, notamment Nicolas Salé et Anaïs Chance, qui limitent les espaces d'autonomie. Et donc, Nicolas Salé et Anaïs Chance en ont parlé dans le cadre
des jeunes sous mandat de la LSPJA, mais il faut savoir quand même que ce placement de jeunes est aussi en centre de réadaptation sous mandat de la protection de la jeunesse. Donc, ce que certains jeunes mettaient en avant, c'est que, en tout cas, ils ressentaient les centres de réadaptation comme une socialisation presque asilaire au sens de Goffman. Il y avait un contrôle très serré des espaces et des temps des jeunes, et cela réduisait beaucoup l'autonomie, et ça pose énormément de questions, puisque ces jeunes-là doivent, à la sortie, devenir autonomes rapidement. Donc, il y avait aussi ce manque de pouvoir dans les centres de réadaptation qui ressortait beaucoup. Ensuite, dans les raisons initiales, beaucoup de jeunes ont mis en avant le fait que les comités des résidents et des usagers étaient un lieu où on bénéficiait d'informations concernant les orientations de travail prises par les centres jeunesse, et c'était très important pour eux. Ensuite, c'est très fort pour eux, le sentiment d'aider les autres. Pour eux, c'était important d'arriver dans les comités des résidents et des usagers parce qu'ils avaient le souhait d'aider les autres jeunes dans les lieux de placement en entrant dans ces comités. Et là, il y a un extrait d'entretien qui le présente vraiment très fortement. En fait. Je me suis impliqué là parce que je trouvais que les gars m'envoyaient chialer beaucoup sur certaines affaires. Mais personne ne voulait s'impliquer, puis moi, à les entendre chialer, je me suis présenté là-bas pour essayer justement de rendre le foyer plus comme que les gars se sentent mieux, qu'ils se sentent plus chez eux. Que je puisse, dans le fond, essayer de subvenir à leurs besoins en apportant les points que les autres ne sont pas nécessairement contents ou en accord avec. Donc à présent, après avoir présenté les raisons initiales, nous allons à présent vous dégager les apports individuels de l'engagement dans les comités des résidents et des usagers, donc à partir des paroles des jeunes, ce qu'ils nous ont mis en avant. Tout d'abord, les jeunes témoignent que cette présence dans les comités des résidents, ils disaient très timides au départ, et ces espaces de participation, par l'apprentissage de la prise de parole et la gestion des émotions, mais aussi l'écoute des autres, leur ont permis d'acquérir une certaine confiance en soi. Ensuite, les jeunes ont également appris, ils disent, leurs droits au sein du lieu de placement. Il y a toute une socialisation aux droits dans les lieux de placement. C'est des choses qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Donc, et ça, certains nomment cet avantage-là par leur participation à l'accès aux informations que les jeunes n'ont pas, et c'est ça qui leur donne, ils disent, un certain pouvoir. Et cela permet également de mieux connaître l'environnement dans lequel ils vivent. En tout cas, ils le disent, ils ont une meilleure compréhension des choix opérés par l'institution, même en termes de réforme, une meilleure connaissance aussi du système de la protection de la jeunesse. Ils soulignent par exemple qu'ils ont compris, par le biais des comités des résidents et des usagers, les contraintes comme par exemple la question de la mixité, qui ressort beaucoup dans les entretiens, la mixité, la non-mixité dans certains espaces, entre garçons et filles, les règles d'utilisation d'Internet, et les dangers que cela peut provoquer aux jeunes et à l'institution. Ensuite, ce que ça a développé aussi leur participation dans les comités des résidents et des usagers, il y a vraiment, au fur et à mesure, un très fort sens de l'autre qui va se construire. Cette implication en faveur des autres jeunes dans le milieu de vie, par leur rôle de représentant des unités, peut même débaucher pour certains, au cours des entretiens, ils disaient une envie de faire cet engagement même une profession, voire devenir éducateur, enfin rentrer dans le CARE, voire même s'engager à la sortie dans d'autres engagements. Ensuite, le fait aussi d'appartenir à un groupe positif. Pour des jeunes qui, jusque-là, avaient une dévalorisation très forte de leur image, une prise en compte aussi du fort stigmate qu'ils pouvaient avoir d'être placés en centre jeunesse, il y a tous aussi ce sentiment d'être utile pour les autres vis-à-vis du groupe de pairs et aussi des adultes positifs dans les comités des résidents et des usagers, qui fait que, en tout cas, ils se sentaient appartenir à un groupe positif. Ce qui est surtout important à retenir aussi, c'est le fait, pour ces jeunes-là, de se retrouver en position d'acteurs dans ces espaces de participation collective, et le fait de se retrouver acteurs dans leur milieu de vie et dans leur propre vie, en fait, procurer un sentiment de bien-être chez ces jeunes, une revalorisation aussi personnelle. Souvent, ce sont des jeunes qui ont été mis en position de stricts bénéficiaires d'aide sociale, et le fait de leur demander leur opinion dans les comités des résidents et des usagers, vraiment les placer dans une position de sujet et leur procurer un plaisir dans l'engagement au sein des comités. En fait. Donc là, il y a un extrait aussi d'un jeune adolescent. C'est le fun parce qu'il demande comment est-ce que ça va dans l'unité.
s'il y a des affaires qu'on n'a pas vues. Voilà. Et comme en fait le souligne Julie Delalande, c'est une anthropologue de l'enfance et de la jeunesse en France, et qui est vraiment important à retenir, c'est qu'un enfant est acteur quand un adulte, citoyen ou chercheur, reconnaît sa capacité d'agir, l'autorise à exercer sa puissance d'agir sur son environnement. Et vraiment, il y a cette position d'acteur dans les comités des résidents qui change beaucoup de choses pour ces jeunes. Maintenant, ce n'est pas seulement des apports individuels, il y a aussi des apports collectifs pour les lieux de placement. Et ce qu'on voit, c'est que, enfin c'est ce que les jeunes en dégagent, c'est qu'à partir de cette participation dans les lieux collectifs, dans les lieux de participation collective, il y a une certaine pacification des conflits au sein de cette participation dans les lieux collectifs. Souvent, ils disent, les jeunes, il y avait des moments de conflit avec les éducateurs, des moments de conflit avec les intervenants, mais il y a eu un apaisement aussi de l'ambiance, puisque les jeunes doivent représenter leur groupe et doivent dire ce qui se passe de difficile dans leur unité. Le fait d'exprimer ce qui va mal a permis en tout cas une certaine pacification des conflits à l'intérieur du lieu de placement, mais aussi et surtout parce que ces jeunes, ils deviennent des intermédiaires entre les groupes de pairs, les groupes de jeunes et les éducateurs. Souvent, d'ailleurs, les éducateurs vont mobiliser les jeunes des comités des résidents en disant va voir telle personne, elle va pas très bien, essaie de la faire venir manger. D'autres jeunes m'ont dit moi par exemple, quand je vois qu'il y a une fille qui va fuguer, je lui dis oulala, je vais t'expliquer ce qui va se passer, tu vas vivre ça va être encore pire pour toi. Donc en fait, c'est des jeunes qui deviennent même des intermédiaires entre les groupes de jeunes et les groupes des intervenants. Donc vraiment, ça a des effets aussi sur l'institution de placement. Deuxième chose, c'est que les jeunes ont nommé, à partir de leur participation collective, des effets aussi sur les conditions de placement. Par des revendications dans les comités des résidents, ils ont pu, certains, accéder à Facebook dans certaines unités, de la meilleure nourriture, parce que les jeunes se plaignent beaucoup de la nourriture mauvaise dans les centres de jeunesse. Bon, voilà, c'est leur point de vue. Ensuite, souvent, ils trouvent que les temps de chambre sont trop longs. Donc, c'est des choses qu'ils ont revendiquées dans les comités des résidents. Ils ont baissé après, dans certaines unités, les temps de chambre. Le confort aussi des chambres, les douches. Souvent, certains ont dit à certains lieux de placement, les douches étaient trop froides. Enfin, c'est des choses qui reviennent après, qui sont énoncées dans les comités des résidents. Et il y a des effets, des impacts ensuite sur les conditions de placement. Donc, ils ont conscience, ces jeunes-là, qu'ils ont bénéficié... ils ont conscience que les revendications ont certaines portées. Bien sûr, c'est dans le cadre aussi des règles de la protection de la jeunesse. On peut pas non plus, ils disent très bien, on ne peut pas non plus aller trop loin dans ces revendications. Mais en même temps, il y a des bouleversements sur lesquels ils ont eu un impact, mais ils ont aussi conscience qu'ils ont bénéficié aussi des engagements antérieurs. Bon, après, c'est les animateurs des comités des résidents qui leur expliquent qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes. Donc, ils voient aussi... l'investissement, combien l'investissement peut avoir des effets à long terme, des effets différés. Et là, les jeunes disent, ils ressentent la force du collectif. Donc vraiment la prise de conscience d'un agir ensemble, en fait. Donc, il faut aussi souligner, je termine, que cet espace a aussi des effets bénéfiques, même sur les intervenants des comités. Dans les interviews, ils soulignaient qu'ils regardaient les jeunes autrement que leur accompagnement socio-éducatif. Il y avait un déplacement du regard sur les jeunes, où justement, ils les voyaient beaucoup moins dans leur vulnérabilité, dans leur protection, mais plus dans leur capacité d'agir. Pour conclure, si les animateurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pourrais approfondir à la suite, mais les animateurs des comités, ils tentent d'accompagner cette participation des jeunes placés pour un exercice réel de leurs droits. On est malgré tout dans une tension constante entre l'ordre du placement, l'ordre du système de placement, mais aussi le souci de faire participer les jeunes placés au processus de décision qui les concerne, mais également aussi sur le fonctionnement de l'établissement. Alors, on est dans l'ordre de la quotidiennité du placement. Je vous ai dit, les douches, les Facebook, enfin tout ça. On n'est pas non plus dans une visée de transformation des rapports sociaux et du système de protection de l'enfance en tant que tel, mais cette citoyenneté, en tout cas en centre jeunesse, n'en constitue pas moins, comme le constatent d'autres chercheurs ailleurs, comme en Suisse, Laurence Soucipoff. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme d'apprentissage individuel et collectif, intellectuel et émotionnel du renforcement de soi, et une forme d'incitation à fréquenter les arènes publiques. Et c'est ce que nous allons rendre compte à présent pour des jeunes qui s'engagent à la sortie de placement dans les organisations d'entraide d'anciens placés.
Donc, dans cette deuxième recherche qu'on vous présente, en fait, ce qu'on voulait, c'était aller explorer les facteurs qui influencent le processus d'engagement de ces jeunes qui vont s'engager, comme Isabelle vient de le dire, pas durant le placement, mais bien à la sortie du placement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour explorer ces facteurs-là? On est allé rencontrer des jeunes, on a interviewé des jeunes qui proviennent de différents organismes, donc des organismes en France et des organismes au Québec aussi. Donc, au Québec, en fait, on a rencontré, comme vous pouvez le voir, le RIC, qui est un organisme de la Ville de Québec, Car Jeunesse, qui est un organisme qui est situé ici à Montréal, et on a aussi rencontré des jeunes du comité EGEP, le comité EGEP dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le comité consultatif, en fait, sur l'étude EGEP. En France, on a rencontré des jeunes qui proviennent de 7 ADEPAP, qui sont des organisations d'entraide aussi pour personnes qui ont vécu un placement. Il faut savoir qu'il y a 76 ADEPAP, donc nous, on s'est concentré sur 7 ADEPAP. Donc, ce qui est important de savoir au niveau de la différence entre le Québec et la France, c'est qu'au Québec, ces organisations-là sont relativement récentes. Ils ont commencé à être créés à partir de 2014, alors qu'en France, les ADEPAP existent quand même depuis 1940, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même une différence importante. Du côté de la méthodologie, on avait fait en fait des entrevues, on a mené des entrevues, 20 entrevues pour les gens québécois âgés entre 16 et 35 ans. Puis aussi, on a fait des entrevues de côté français. On a fait en total des 23, des gens âgés entre 21 et 32 ans. On avait aussi observé en fait différentes rencontres de ces associations, ainsi que on avait aussi, on avait aussi en fait analysé des documents en fait des associations. Puis on avait décidé d'abord de rentrer dans chaque particularité, dans chaque singularité dans les deux pays, puis par la suite en fait faire une analyse comparative des deux réalités. Donc voilà, ce qui est ressorti. En fait, au niveau des résultats, vous allez voir qu'on a structuré les résultats en 3 grands axes dans le cadre de la présentation. Donc, premièrement, on va vous présenter le profil des jeunes placés, leurs différences entre la France et le Québec, mais leurs similarités aussi. Ensuite, on va présenter les raisons initiales à l'engagement. Et par la suite, on va présenter les raisons de maintien de l'engagement dans le temps, parce qu'on sait que l'engagement, c'est quelque chose qui est quand même difficile à maintenir avec la vie quotidienne qu'on a à vivre. Et on va voir que les apports de l'engagement sont beaucoup superposés aux raisons qui maintiennent l'engagement. Donc, d'abord, on va vous présenter le profil des jeunes. On était vraiment interpellés, en fait, pour la différence entre les deux profils. On ne va pas nécessairement tout aborder, mais on va plutôt se concentrer, en fait, sur la scolarité. En fait, par rapport à ces différences, on se questionnait surtout sur les différents systèmes de protection dans les deux pays, mais ça n'expliquait pas nécessairement les différences. On a dû vraiment monter, en fait, jusqu'aux éléments plutôt structurels dans les deux pays, en fait. Puis, c'est comme ça que, finalement, on a pu dégager ou expliquer un peu mieux ces différences. D'abord, en fait, on a vu que les gens français, ils avaient vraiment une scolarité plus avancée que les jeunes québécoises. Ça s'expliquait aussi parce qu'au Québec, en fait, on est très axé sur l'intégration en fait dans le marché de l'emploi de façon très tôt et aussi l'autonomie financière, tandis qu'en France, ce n'était pas le cas, ce sont vraiment les études avant tout. Mais ça s'explique aussi pour un modèle d'État différent. Donc, au Québec, le modèle d'État est surtout un modèle où l'État-providence comme tel a des mesures atténuées. C'est plutôt un modèle néolibéral où, en fait, ça fait la transition à la vie adulte des gens placés en lutte pour la survie. Et les gens sont vraiment, sans nécessairement beaucoup de scolarisation, sans nécessairement avoir un réseau de soutien affectif, mais aussi économique importante. Puis, ça les fragilise en fait davantage en relation aux gens françaises. Ce sont des gens aussi qui sont donc confrontés à s'intégrer au marché de l'emploi parce que c'est un impératif. Puis aussi le fait que pour ces jeunes, à différentes régions françaises aussi, l'aide comme telle, la protection comme telle, se termine à ses 18 ans. Tandis que pour les gens françaises, sous condition surtout de contagion majeure, ça peut durer jusqu'à ses 21 ans. Donc, ça fait la sorte que pour les gens québécois, les études sont plutôt une utopie aussi
à la sortie de placement. Du côté de la France, malgré le recul de l'état de providence et aussi l'introduction des mesures subsidiaires, il compte encore avec un socle de protection sociale. Il a beaucoup, en fait, des aides publiques créées ces dernières années pour les gens entre 18 et 25 ans. Mais ces mesures ne prennent pas nécessairement en compte les particularités des gens sortant de placement. Donc, c'est des mesures plutôt qui vont plutôt, en fait, être un complément pour l'aide familiale. Donc, même si on voit des différences entre les jeunes Français et les jeunes Québécois, on voit aussi évidemment beaucoup de choses en commun. Entre autres, le fait que les jeunes qui s'engagent, donc les jeunes qui ont vécu un placement, qui peuvent avoir vécu certaines difficultés au niveau de leur transition à la vie adulte, mais qui s'engagent tout de même, sont généralement plus dotés en capital social, donc plus outillés que les jeunes qui seraient en difficulté après avoir vécu un placement, mais qui ne s'engageraient pas. Et on se questionne évidemment sur les raisons qui expliquent cette différence entre les jeunes qui s'engagent, qu'on a rencontrés, et les jeunes qui ne s'engageraient pas. Et on a peut-être des pistes de réponse qu'on voudrait explorer. Ces pistes de réponse-là sont au niveau de la trajectoire de placement, parce qu'on a remarqué que les jeunes qu'on a rencontrés ont généralement eu soit une stabilité au niveau de leur milieu de vie. Donc, même s'ils ont vécu un placement, ils peuvent être restés, par exemple, dans une même famille d'accueil pendant un bon moment de leur enfance-adolescence. Soit ils peuvent avoir eu des figures significatives dans leur vie, que ce soit un professeur ou un autre jeune, un père qu'ils ont rencontré dans une association au cours de leur engagement. Ils peuvent avoir aussi vécu plus d'occasions de prendre des initiatives dans leurs décisions lors de leur parcours de placement. Donc, on pense que ce n'est pas des éléments qui ont joué sur le fait de vouloir et d'être motivés à s'engager après le placement. Avant de rentrer et de vous expliquer un peu de façon plus précise les raisons initiales en fait de rentrer dans ce type d'association ou de maintenir l'engagement, vous parler en fait de tous les différentes trajectoires de vie que ces gens ont. Donc, il a toute une diversité en fait de trajectoires de vie et des mots d'entrée dans l'engagement de ces gens interviewés. Il a toute une dynamique au sein de cette organisation qui produit une communauté d'action. Des enfants placés, des anciens placés, leur expérience subjective singulière du placement est socialisée pour devenir collective et peut aller jusqu'à l'action politique. Ce que on voulait effectivement vous expliquer, c'est que en fait, on a fait un peu un dessin pour vous expliquer en fait qu'il a plutôt beaucoup de raisons différentes pour s'engager dans ces types d'associations. Par exemple, on a entendu les gens parler, par exemple, de la réponse plutôt assez baissante, en fait, plutôt matérielle ou affective, des raisons plutôt charitables, en fait, de s'engager, d'autres raisons plutôt politiques. Mais la sorte, c'est qu'en fait, toutes ces raisons qui sont plutôt individuelles au cours de leur engagement dans ce type d'association deviennent un peu floues. Les gens, effectivement, se collectivisent, puis ça fait la sorte que ces raisons initiales d'engagement vont effectivement se collectiviser, ils vont résonner dans cet espace collectif, et ça va faire la sorte qu'ils vont effectivement changer d'une position d'acteur individuel en position plutôt d'acteur collectif, donc des raisons plutôt axées sur un jeu à effectivement des raisons plutôt dont on va parler plutôt dans le nous. Puis ça, on le voit vraiment dans le discours des jeunes, dans leur récit de vie, où ils parlent de leur engagement initial, exactement comme le Rosita le dit, au jeu, et de leur raison à s'engager, à maintenir leur engagement. Là, le ton change et parle davantage au nous, nous, par exemple, les jeunes qui avons été placés. Donc, on va se concentrer un petit peu sur les raisons initiales de s'engager. En fait, il faut savoir que l'engagement suite au placement est beaucoup déclenché par les conditions de transition à la vie adulte. Donc, ce qu'on peut constater par le discours des jeunes, c'est que les conditions, le soutien à la transition à la vie adulte est insuffisant
Et ça revient unilatéralement dans tous les entretiens, autant en France qu'au Québec. Donc, les jeunes ont un grand besoin de soutien financier, soutien moral aussi, et c'est donc deux raisons qui reviennent particulièrement souvent dans les raisons pour s'engager. On va écouter, avant que j'aille plus loin dans mon explication, deux extraits. Donc, un extrait ici d'une jeune Française, puis ensuite, ça sera l'extrait d'un jeune Québécois. Quand on est en foyer, en famille d'accueil, et que le placement prend fin, c'est vrai qu'après, c'est, en gros, pour prendre l'expression, c'est marche ou crève. Je veux dire, il n'y a pas de... Tout le monde sait qu'on peut se casser la figure à tout moment de sa vie. On n'est jamais à l'abri. Donc, c'est quand même assez éloquent ce que cette jeune Française vient de nous dire là. C'est la transition à la vie adulte, c'est marche ou crève. Puis ici, on a un jeune Québécois. Donc moi, dans le fond, le but de l'IJEP, c'est vraiment parce que quand j'ai passé à l'âge adulte, j'ai été lâché carrément. Lâché carrément. Donc, le soutien moral, comme je vous le disais, revient comme un facteur d'engagement. Et le soutien financier, ce qu'il faut savoir toutefois, c'est que le soutien financier ici, dans les organisations d'entraide au Québec, ce n'est pas une aide en fait qui est disponible parce que les organisations d'entraide sont sous-financées. Donc, ils n'ont pas assez de financement pour organiser leurs activités en plus d'offrir une aide qui pourrait être par exemple sous la forme d'une bourse ou d'une aide ponctuelle pour les jeunes. Par contre, au Québec, on va davantage organiser des ateliers qui vont aider à la transition à la vie adulte. Par exemple, ateliers de cuisine, atelier comment trouver un logement et signer un bail, atelier comment faire ses impôts, donc les choses qu'on doit apprendre lorsqu'on est un adulte. Et en France, les jeunes vont frapper à la porte des organisations. Certaines ADEPA peuvent offrir certaines aides financières, par exemple une aide pour payer le logement, une aide pour aider à payer le permis de conduire. Donc, c'est même une aide pour pouvoir poursuivre les études. Donc, c'est des aides qui sont quand même plus disponibles dans les organisations d'anciens placés en France qu'elles le sont au Québec. Il y a une plus petite proportion des jeunes qu'on a rencontrés qui mentionnent que leur raison initiale à s'engager était davantage un besoin d'aider les autres et également un besoin finalement de porter la voix des jeunes dans l'espace public. Donc, quand je parle ici de raison initiale, c'est vraiment les raisons qui les ont poussés à s'engager. Mais ce qu'on voit, c'est que tous les jeunes, lors de leur collectivisation, donc quand on disait tout à l'heure, on passe du « je » au « nous », finissent par avoir ce discours-là de raison qui les pousse à maintenir leur engagement pour finalement militer pour la cause des jeunes et porter la voix des jeunes. Donc maintenant, on va passer aux raisons de maintenir l'engagement dans ce type d'association et on le voit, ça se superpose beaucoup aux apports de l'engagement. Par exemple, la reconnaissance et la protection sont en même temps un apport et une raison de maintenir son engagement. Comme on l'a vu, au-delà des rétributions matérielles que peuvent, par exemple, fournir les associations françaises, au-delà des rétributions morales, tout le soutien moral que ça occasionne, donc nous avons pu voir tout ça sur les raisons initiales de s'engager, mais d'autres motivations sont au cœur du maintien de ces jeunes anciens placés, va produire des effets sur leur passage à la vie adulte, comme on verra, comme l'entraide, la constitution d'un réseau soutenant, la mobilisation autour des droits des anciens placés, donc toute une socialisation citoyenne dont on va voir, mais également aussi voilà, toute cette mobilisation des droits, mais on vous expliquera après ce que renvoie à la socialisation citoyenne. Déjà, l'entraide, plusieurs jeunes évoquent leur souhait, donc on a dit d'aider les autres, comme une des raisons principales de rester impliqués dans l'association. Et les raisons de maintenir l'engagement, comme on a dit, ne relèvent plus du registre strictement individuel, mais bien d'un registre collectif. Et là, on va écouter Gabriel de l'ADEPAP en France. J'ai bien conscience de cette aide. Par retour, c'est logique de faire partie de l'association. J'avais envie de continuer auprès de l'association. Pour moi, c'est pas envisageable de partir. On va aussi écouter Hélène du RIC à Québec. Puis si je pouvais aider quelqu'un qui serait dans une mauvaise situation, je voudrais le faire. Là. Je trouve que ça me rejoint quand même, puis ça fait encore que je peux m'impliquer là. Aider les autres, ça m'aide surtout, ça me fait sentir mieux, je me sens utile. En fait, ce qu'on voit à travers ces discours de jeunes, c'est que cette socialisation collective dans l'organisation d'entraide, elle va produire un cycle de don contre don qui les place dans une position en fait, de réciprocité.
Donc ils sont dans une forme de dette, mais une dette qui est positive, où on n'essaie pas de s'en acquitter, mais de donner plus, c'est-à-dire sans culpabilité et inquiétude. Donc il y a vraiment cette idée de donner en retour qui est très fort dans cette mobilisation des jeunes, en fait. En fait, notre raison de s'engager, c'est la recherche des liens sociaux. Pour plusieurs jeunes, en fait, tous les changements de placement et tout font effectivement étioler un peu leur réseau. Donc, c'est quand même important, en fait, ces réseaux, cette communauté pour eux. C'est pas rare, en fait, d'écouter, d'entendre parler de famille de les deux côtés, tant pour les gens québécoises que pour les gens françaises. Donc, dans cet espace qui était effectivement cet engagement qui avait permis en fait de partager divers espaces comme des repas, des sorties culturelles, des réunions, ont permis aussi un type de réseautage qui permettait, par exemple, je sais pas, se donner des pistes pour comment trouver un emploi ou même, à la limite, demander l'aide en fait pour déménager. Il faut aussi souligner que plusieurs de ces gens aussi ont fait objet, en fait, dans leur vie d'une disqualification sociale, mais aussi d'une stigmatisation morale ou sociale. Puis, il était quand même objet d'un regard jugeant dans leur milieu, dans différents milieux. Donc, quand il était rencontré ici, dans cet espace, en fait, avec des gens qui ne portaient pas nécessairement ces jugements, des gens qui étaient, en fait, qui connaissaient un peu leur trajectoire, leur parcours, et qui partageaient avec eux une vie similaire, ça faisait la sorte, en fait, que il avait comme une sorte de retournement de les stigmates. Puis, pour plusieurs gens, en fait, si ils comparent ces dispositifs avec d'autres, ils préfèrent, en fait, ce type de dispositif, ils se sentent un peu plus à l'aise. On va aussi entendre donc deux citations, d'abord de Chantal, de Jep. Ce n'est pas pour rien que ça m'intéresse. Je suis une ex-placée. Je pense que ça vient de là que ça m'intéresse. Puis aussi mon passé aussi surtout. Parce que j'ai vécu que pour une fois que je peux enjasser, puis je ne me ferai pas juger. Puis pour une fois que j'ai une parole, puis que je peux parler. Sans que personne me dise « Hey, ne parle pas, ferme-la ». Tu comprends? C'est quand même parlante. Donc, on va aussi entendre Audrey de la DEPAP. En fait, si je revenais, c'était même pas dans ce sens-là. C'était juste dans le sens communauté. J'ai des amis, mais qui ne comprennent pas forcément la situation. Voilà, mon entourage. Encore aujourd'hui, il n'y a qu'une personne en tant qu'amie qui connaît ma situation de A à Z. Des fois, ouais, besoin d'appartenir à un groupe qui puisse comprendre et puis juste souffler. Voilà, c'est ça. Et peut-être assumer le passé aussi. Donc, cette citation aussi illustre, ces gens pouvaient être eux-mêmes, en fait, dans cet espace. Donc, ainsi, la mobilisation de gens sortant de placement s'inscrit autant dans son travail de révalorisation identitaire que des gens, bien évidemment, stigmatisés, qui, en fait, pour en combattre pour la redistribution des ressources, considérant que les gens placés et ex-placés entrent dans la vie adulte avec peu de ressources matérielles et relationnelles. Donc maintenant, on va plutôt passer à cette socialisation citoyenne. Il faut savoir que donc, les activités collectives, formelles, à la fois dans les ADEPAP, dans EJEP ou dans le RIC, il va y avoir des réunions, mais aussi dans certaines ADEPAP en France, des formations autour de l'engagement. En tout cas, ce que les jeunes mettent en avant, c'est que ça permet en tout cas ces espaces de participation de s'informer sur leurs droits, mais également sur le système de protection. Ça constitue également un apprentissage des rudiments de la citoyenneté, hein, donc prise de parole, formulation de demandes, négociation, ordre du jour, écoute du point de vue de l'autre, et tout ça, ça sert, on pourrait dire, d'expérience presque pré-politique pour ces jeunes, et ce qu'on peut voir notamment aussi du côté français au niveau des ADEPAP, il y a un apprentissage même des codes de l'action publique. Et là, on va mettre l'extrait de l'ADJI qui parle d'une membre à qui d'autres membres ont transmis leur savoir militant. Elle a obtenu 6 000, on en aura bientôt 8. Elle a fait comme on lui avait dit, d'écrire un mot, d'aller à la mairie, de taper du poing sur la table, mais sans crier. Elle nous a écoutés et elle est allée les voir. Elle a eu des petits fonds. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'engagement des jeunes, que ce soit dans les ADEPAP, au RIC ou à EJEP, en tout cas, ça renforce leur capacité de prise de parole. Ça renforce aussi leur connaissance des institutions,
du droit et de l'action publique. Et ce qu'on voit, c'est que ça leur permet d'être plus armés dans leur transition à la vie adulte. Puis finalement, la dernière raison de maintenir l'engagement qu'on va vous présenter fait un peu suite à ce qu'Isabelle vient de présenter. Donc, la socialisation citoyenne mène à la mobilisation, en fait, pour la défense des droits des jeunes placés. Donc, les jeunes se mobilisent pour changer les choses, pour que les jeunes qui vivent des placements ne vivent pas les mêmes conditions de placement et de transition à la vie adulte. On va écouter un extrait. Agir pour la protection de l'enfance, de sorte qu'aucune personne ne puisse subir la même chose que j'ai pu subir, et améliorer le système au maximum. Donc en fait, tout ça, c'est venu de là. Donc, les jeunes, en se collectivisant, en passant du « je » au « nous », unissent leur voix à celle des autres jeunes et ils en viennent à vouloir changer finalement les conditions des jeunes placés puis de la transition à la vie adulte. Leurs actions, elles visent à mettre en lumière les faiblesses actuelles des politiques en protection de l'enfance. Et ces jeunes, en fait, ce qu'ils réclament, c'est un socle de protection sociale pour la sortie de placement et que cette sortie-là ne soit pas vouée à une responsabilité qui est uniquement individuelle, mais qui est aussi une responsabilité collective qu'on a envers ces jeunes-là. Il y a... Oui. Il y en avait d'autres? Oui, oui. On va aussi passer. Donc, je voulais vous dire qu'on a anonymisé tous les prénoms et qu'il y a des jeunes des JEP qui savent très bien ce qu'ils ont dit, mais on a changé leur prénom. Voilà. Donc voilà. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui reconnaissent qui a dit ça. Mais Donc, en lien avec ça, on va entendre maintenant Jasmine. J'ai eu un passé assez troublant dans le centre de jeunesse quand j'étais plus jeune, qui est encore aujourd'hui problématique pour moi. Fait que j'ai décidé de travailler avec le comité EdJEP pour pouvoir changer en fait les règlements qui m'ont traumatisée. Donc, cette jeune fille, même si elle ne va plus subir ces règlements-là, veut tout de même changer les choses pour les autres jeunes. Donc, en conclusion, pour conclure sur l'ensemble de nos travaux, on est en protection de la jeunesse dans une tension entre protection et droits des jeunes, mais il y a des espaces de participation collective sur les lieux de placement où les jeunes jouent un rôle proactif dans la prise de décision, des conditions de placement qui leur sont bénéfiques dans leur entrée dans la vie adulte. De même, nous avons pu voir le rôle que jouent les organisations d'entraide pour les jeunes sortant de placement, comme la recherche d'une famille de substitution, pour ces jeunes qui sont souvent très isolés socialement à la sortie de la protection de l'enfance. Je vous renvoie aux travaux d'Isabelle Fréchon qui montrent, notamment avec Annie Camille Dumaret, que plus de 30% de jeunes à la sortie de placement sortent sans relation amicale. Tout ça, c'est lié aussi aux trajectoires heurtées de placement, au changement de placement qui produit des ruptures dans les liens de ces jeunes, en fait. Donc cet engagement dans les associations d'entraide, donc recherche d'une famille de substitution, et on voit aussi le développement de ressources symboliques et matérielles permettant une meilleure insertion et l'amélioration de leur estime d'eux-mêmes. Ce qu'on voulait souligner, c'est que alors qu'on souligne l'importance actuelle de la famille et de l'école dans l'apprentissage de la citoyenneté des jeunes, de leur devenir citoyens dans la société, l'espace du placement, qui est quand même un des lieux de socialisation les plus importants pour le jeune placé, ce qu'on voit, c'est que ça semble écarté de ce processus de citoyenneté. Ce qu'on voit, c'est que la socialisation institutionnelle, elle ne favorise pas l'apprentissage de la citoyenneté. Ce qu'on voit, c'est que l'intégration du jeune sortant de placement ne semble pas passer de façon complète. C'est-à-dire qu'on le voit, ce jeune sortant de placement, que sous son intégration socio-économique, mais pas comme moteur de changement et comme sujet de droit. Et ça a un impact aussi à la sortie du placement. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une individualisation de plus en plus prégnante des politiques publiques. Et ce qu'on voit, c'est que la participation collective, elle amène d'autres perspectives, et notamment que l'autonomie des jeunes ne peut être pensée seulement que dans l'interdépendance. Donc c'est vraiment dans l'entraide, dans l'intervention avec les autres. Donc ce qu'on voit, c'est que la citoyenneté, en tout cas politique, des jeunes placés et sortants de placement, et pas seulement leur citoyenneté socio-économique, reste encore un chantier à construire, et des pistes d'avenir d'accompagnement socio-éducatif, et développer leur capacité à faire entendre leur voix
à la fois individuellement et collectivement. C'est un enjeu majeur pour leur entrée à l'âge adulte. Mais pour cela, les conditions d'une mise en œuvre effective de leur participation dans les lieux de placement, mais aussi à la sortie, dépendent de changements à tous les niveaux du système de protection de la jeunesse, que ce soit de la direction aux interventions menées. Et pour ça, on va explorer en fin d'après-midi, à travers des ateliers, comment essayer de favoriser une meilleure participation des jeunes durant le placement et à la sortie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces présentations très intéressantes. Donc, j'ai des questions d'une novice, là. Je vais quand même m'aventurer. Mes questions concernent beaucoup la participation des jeunes pendant le placement. Et en fait, Isabelle, quand tu présentais, tu parlais beaucoup de la voix des jeunes qui sont dans les foyers, dans les centres de réadaptation. Et je me suis demandé si les jeunes qui sont dans les familles d'accueil, en fait, ont la possibilité de s'exprimer dans ces comités. Et aussi, en fait, quand tu expliquais la différence entre comité de résidents et comité d'usagers, tu disais que c'est le fait qu'il y a des parents qui participent au comité d'usagers. Donc, je me demandais s'il y avait des différences de dynamique entre les deux types de comités. Et enfin, ma troisième question, parce que en fait, dans la présentation, tu mentionnais que ces comités avaient quand même un impact sur en fait, certaines pratiques, hein, notamment pour améliorer la qualité de vie des jeunes. Et je me suis demandé si depuis en fait, la fameuse réforme de 2015, où les centres jeunesse ont été intégrés dans les SIS, on a aussi maintenu cette possibilité d'influencer les choses à l'intérieur des centres jeunesse, sachant que les centres jeunesse sont maintenant dans des grosses structures. Oui. Je vais passer par la dernière question. Quand on a fait cette enquête, en fait, c'était avant la réforme. Enfin, c'était pendant la réforme. Et je pense que ceux du comité des résidents et des usagers, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, à un moment avaient peur que ça puisse bouleverser aussi la spécificité du contexte de la protection de la jeunesse et ce qu'il y avait aussi à apporter comme revendication. La différence entre le comité des résidents et des usagers, c'est que dans les comités des résidents, c'est des jeunes qui portent la voix des jeunes de leur unité. Donc souvent, ils demandent des petits papiers à leur groupe de pairs et ensuite, ils donnent l'avis collectif. Donc ça, c'est plutôt le contexte des conditions de placement. Ceux qui sont élus par l'ensemble des jeunes du foyer vont représenter là plutôt tel foyer de groupe ou tel centre de réadaptation au comité des usagers. Là, on est dans une parole beaucoup plus macro, on pourrait dire, où là, les jeunes vont plutôt porter une voix autour des réformes en fait, du système de protection de la jeunesse. Il va y avoir des choses qui se situent à un niveau beaucoup plus du système dans les comités des usagers que dans les comités des résidents où c'est fortement ancré dans la quotidiennité du placement. La première question, c'était... Est-ce que les jeunes sont dans les familles d'accueil ? Oui, alors ça, c'est une très très grande question, autant en France qu'au Québec. C'est que les enfants placés en famille d'accueil sont écartés de ce processus de socialisation en fait, citoyenne. Et Léo est dans la salle, mais il a travaillé en France sur ces questions-là de comment prendre en compte cette voix dans des lieux de placement très isolés où ils sont seuls, mais où ils auraient des choses à dire sur leur famille d'accueil. Et donc, en France, il y a ces réflexions de créer en tout cas des formes de participation collective pour ces jeunes atomisés dans différentes familles d'accueil, où la Fondation Grancher, ils ont créé des espaces collectifs pour qu'ils puissent s'exprimer, sortir de leur famille d'accueil pour exprimer des changements qu'ils auraient à apporter dans les familles d'accueil ou dans le système de placement en famille d'accueil. En fait. Et ça, c'est le gros problème, c'est que là, même en centre de jeunesse, les familles d'accueil, enfin les jeunes placés n'ont pas d'espace de participation. Bonjour. D'abord, je tiens à m'excuser aux jeunes. Des fois, on utilise beaucoup un langage de dictionnaire. On a de la misère, des fois, à comprendre tout le sens des mots utilisés. Fait que j'ai besoin un petit peu de vous pour clarifier
moi-même comme adulte, les propos que je peux tenir des fois, qu'est-ce que ça signifie pour vous? J'ai été témoin de certaines conversations à l'extérieur de jeunes qui disaient que des fois, ben, nous, les adultes, on a des grands mots, puis que c'est difficile des fois à saisir ce que ça veut dire. Peut-être un appel à tous par rapport à notre capacité de vulgarisation. Bref, ma question concerne surtout, vous avez parlé des adultes significatifs, les compétences nécessaires pour, ben, dans le fond, pas les compétences, mais comment les adultes ont un effet sur les jeunes, entre autres sur la mobilisation, parce que selon moi, l'action collective, elle demande des connaissances et des savoir-faire spécifiques. Moi-même, là, dans les classes à travail social, des fois, j'ai de la difficulté à faire comprendre c'est quoi la différence entre de l'intervention individuelle et lorsqu'on emmène la dimension collective, je perds les étudiants. Fait que, bref, tout ça pour vous dire comment finalement l'impact, avez-vous été capable de mesurer un certain impact de ces adultes-là auprès des jeunes dans les processus? Puis si je l'amène dans une application plus grande, lorsque les jeunes sortent du déplacement, un des défis que je vois dans l'action collective, on a de la difficulté à recruter des jeunes qui ont probablement des parcours plus difficiles dans les espaces de développement local, par exemple, dans les espaces de développement de l'économie sociale, donc dans des secteurs où il y a un souhait que ces jeunes-là soient représentés, mais ils n'y sont pas, probablement parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, mais dans lesquels, à mon avis, il y aurait une contribution hyper intéressante pour travailler les inégalités sociales et les effets de pouvoir. Bref, ça fait quasiment 2 questions dans une. C'est ça. En fait, oui, c'est important, les figures significatives. Il a beaucoup des habilités, des postures aussi importantes par rapport à l'ouverture, oui, même à entendre les gens, à écouter attentivement, à lui laisser aussi se collectiviser, parce que ce n'est pas seulement, en fait, la participation de leur processus individuel, mais c'est aussi les permettre aussi de se collectiviser. Mais ces figures sont hyper importantes. Donc, ce n'est pas seulement leur responsabilité. Il a aussi une responsabilité de l'organisation. Donc, comment on peut s'assurer le maintien de ces figures? Parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de roulements professionnels, il y a beaucoup d'instabilité à ce niveau-là, et ça crée aussi des nouvelles ruptures pour ces jeunes. Donc, ça crée beaucoup de blessures aussi. Donc, jusqu'à quel point c'est oui, c'est important aussi d'avoir ces habilités, c'est important de tenir compte, mais aussi c'est important au niveau organisationnel de tenir compte de comment on va donner une permanence à ces figures dans la vie des jeunes. Je pense tout à fait. Puis vous avez mentionné, est-ce qu'on a mesuré l'impact, en fait, de ces personnes-là significatives? Mais en fait, ce qu'on voit à travers les entrevues, c'est que beaucoup de jeunes ont eu l'occasion de tisser des liens avec une personne, justement, qui leur ont donné peut-être une stabilité à travers le temps. Et ces personnes-là étaient elles-mêmes généralement des personnes engagées. Donc, si je ne suis pas un jeune placé et que j'ai un parent qui est engagé, par exemple, ou un ami de la famille qui donne un exemple, bien, je vais pouvoir suivre cet exemple-là. Si je suis coupée de mes liens familiaux, ça se peut que je n'ai pas beaucoup de modèles engagés. Alors que là, l'adulte significatif, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais était généralement une personne qui elle-même était engagée dans l'espace public. Donc, soit en faisant du bénévolat, par exemple, ou en étant même une famille d'accueil. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils ont un impact sur l'engagement. Oui, puis pour la deuxième question, sur la sortie, le fait d'avoir peu de jeunes qui s'engagent, ça, c'est des réflexions même qu'ont toutes les organisations d'entraide. Déjà, il faut savoir qu'une partie des jeunes vont juste rester, prendre l'aide, en fait, mais vont vite partir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus entendre parler des centres jeunesse à la sortie. Il y a aussi toute une ambivalence à l'intérieur de ces organisations, de dire je m'engage, mais en même temps, ça va me rendre public. Et, donc il y a aussi des jeunes qui préfèrent ne plus entendre parler et partent. Mais il y a tout un enjeu aussi à la fois de formation des intervenants, puisqu'ils sont au cœur justement de cette socialisation à l'engagement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce soit des jeunes ou des intervenants, l'engagement, ça s'apprend. Donc si on n'outille pas à la fois les intervenants, mais aussi les jeunes dans ce processus, on ne va pas y arriver, et ça va toujours être les mêmes qui vont s'engager, c'est-à-dire, ce que disait en fait Isabelle Anne, c'est que les plus dotés, ceux qui ont une socialisation familiale à l'engagement, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont pas eu de parents engagés? Donc c'est à nous, les adultes significatifs, ou alors, en fait, les jeunes eux-mêmes, ils ont besoin d'un accompagnement au départ
Puis ensuite, mais ça peut être un accompagnement par les pairs, et on voit très bien, l'organisation d'entraide, c'est des anciens placés qui socialisent à l'engagement. Il y a un effet de passation qui est très forte dans ces... Voilà. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent, en fait. C'est pas inné. Si je peux ajouter aussi un tout petit commentaire, en fait, pour ces jeunes, il y a plusieurs qui sont dans des modes de survie et qui ont vécu aussi des trajectoires difficiles. Donc, on ne peut pas s'attendre, en fait, que c'est les gens les plus sympas, à la limite. Il faut aussi être ouvert, en fait, à un type de souffrance. Il faut être ouvert aussi à un type de malaise aussi que ces gens vivent. Il faut accueillir aussi ces malaises. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas seulement ouvrir cette association aux gens qui sont plus normalisés ou quoi que ce soit, parce que c'est des gens aussi qui ont besoin aussi d'un espace qui tient compte donc, de leur particularité. Ça me fait rebondir, et on le verra demain avec les organisations d'anciens placés. Les jeunes présidents d'associations vont vraiment parler de ça. Mais il faut aussi penser aux offres d'engagement. Et si les offres d'engagement... par exemple, dans certaines ADEPAP en France, ça va être tourné autour de la banque alimentaire ou des repas d'entraide. Ça touche d'abord ces jeunes-là les plus en difficulté qui, au départ, n'ont pas l'espace mental, et ils sont tellement en survie socio-économique qu'ils n'ont pas l'espace mental de s'engager, mais réfléchir aussi à comment trouver une offre d'engagement qui les touche va permettre en tout cas de prendre ces publics encore plus vulnérables, en fait, à l'intérieur de ces sortants de placement. En fait. Donc c'est réfléchir à comment accrocher les plus éloignés de la participation. Ce que je comprends, c'est qu'à la fois, il faut travailler avec les jeunes, et à la fois aussi, si on veut aller plus loin, travailler avec les organisations, à faire la place à ce type. J'ai une bonne voix, c'est bon. Je pense que c'est correct. Tout à fait. Puis, je veux juste mentionner ce que vous avez dit en introduction à vos questions. Ça fait beaucoup écho à ce qu'on pense aussi. Donc, merci de l'avoir mentionné. Je pense que c'est un autre sujet de discussion, mais qui est tout à fait pertinent. Oui, alors merci à vous trois pour cette présentation tout à fait intéressante. Moi, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que, à la suite de cette expérience militante qui est construite dans le cadre de la protection de l'enfance, est-ce que vous avez pu repérer des transferts finalement de cette expérience à d'autres sphères? Je pense au militantisme politique, mais plus simplement aussi à un militantisme associatif, je ne sais pas, participation à des associations sportives ou des choses comme ça. Donc, ça est la première question. L'autre question, elle porte plutôt sur le fonctionnement de ces collectifs, alors soit forme association en France ou comité au Québec, et comment s'organise du coup le transfert de ces connaissances. Est-ce que c'est via, je sais pas, des formations? Est-ce que vous pourriez donner des éléments sur ces formes organisationnelles finalement d'apprentissage collectif? C'est beaucoup un apprentissage par le tas, mais aussi en France, ils ont des formations sur ce qu'est une association, ce que le droit qui entoure les associations en France. Donc il y a à la fois des formations sur le tas et des formations plus formelles. Après, oui, il y a un transfert à la fois, pour certains, ça les a poussés à s'engager plus dans l'espace de mobilisation de bénévolat ou d'autres, mais c'est pas que ça, il y a aussi eu un transfert de ce savoir militant dans l'espace professionnel. Donc c'est aussi ça, et ça c'est pas propre à nos organisations, c'est des choses que les sociologues de l'engagement ont montré, notamment pour ceux qui étaient du milieu ouvrier, qui s'étaient engagés par exemple au Parti communiste ou ailleurs, c'est qu'il y a eu des transferts dans le milieu professionnel. Là je parle dans le placement, dans les comités des résidents et des usagers, en tout cas il y avait des jeunes qui nous disaient moi maintenant, je me sens plus à l'aise dans mon travail. J'arrive à plus parler avec les autres, donc vraiment plus en termes de relationnel. Mais en tout cas, pour les jeunes dans les organisations d'entraide, oui, après, il y a eu en tout cas des formes de plus grande facilité ensuite dans le milieu professionnel qui ont été en tout cas pour eux bénéfiques en fait. Donc c'est pas seulement une ouverture de la mobilisation citoyenne de façon plus large, mais également aussi dans le secteur professionnel. C'est à tous les niveaux. En fait. D'accord. J'avais une question plutôt par rapport aux autres travaux précédents sur la participation et l'engagement, parce que il y avait des travaux d'Hélène Join-Lambert qui avaient montré que finalement dans les systèmes où les éducateurs avaient eux-mêmes beaucoup de liberté, ça favorisait aussi la prise de décision chez les jeunes. Et là, vous évoquez un peu une autre hypothèse, que finalement des systèmes un peu asilaires ou contraignants favorisent aussi la participation, parce qu'il y a aussi une volonté de changer les conditions.
Et donc, je voulais savoir, au regard des données françaises, comment on peut vérifier cette hypothèse. En gros, ce que montre Hélène Join-Lambert-Milova, c'est que en fait, la participation des jeunes dans les lieux de placement, elle dépend aussi de l'autonomie qui est concédée aux professionnels. Et tant qu'on ne donne pas une autonomie de travail dans les lieux de placement aux intervenants, c'est relativement difficile de pouvoir créer un espace de participation. Mais c'est bénéfique dans ces lieux de placement, mais c'est quand même dans un système de contraintes très très fortes. C'est-à-dire c'est vraiment dans ces espaces de participation qu'a pu amener une certaine socialisation à l'engagement. Mais malgré tout, on est quand même dans un contexte, et les jeunes le disent, c'était que dans cet espace-là qu'ils ont trouvé une parole, mais le système de centre de réadaptation est quand même très très contraignant. Et même les intervenants sont soumis à ce contrôle continu, la peur du risque, la peur constante, et du coup les marges de manœuvre sont très 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 faibles. Dans le cadre même de l'enquête, faire une interview à un jeune dans un espace de temps complètement millimétré, ça a posé même des problèmes. C'est-à-dire qu'un dépassement de temps d'interview alors que le jeune avait envie de parler, ça a bouleversé l'emploi du temps de l'intervenant dans tout cet espace-temps millimétré du centre de réadaptation. Avec même une peur pour certains parfois que cet espace-temps de l'interview va peut-être produire un moment de fugue d'un jeune. Enfin, c'est pour vous montrer aussi ce que aussi peut produire parfois la recherche sur l'emploi du temps. Donc, enfin, certes, en tout cas, là, les centres de réadaptation, malgré tout, créent quand même des espaces de participation. Mais ce que montrait Hélène Join-Lambert-Milova sur l'Allemagne, où les jeunes pouvaient même avoir voix au chapitre sur les menus, sur décider des activités, je pense que c'est vraiment ça qui produit une plus grande participation. Parce que les jeunes en comité des résidents disaient oui, certes, je peux changer des choses dans le placement, mais attention, hein, je ne peux pas changer les règles du centre jeunesse, on s'entend bien. C'est quand même, le cadre, il est très serré, quoi. Donc, je voudrais juste mentionner qu'il reste 5 minutes. On ne voudrait pas couper la pause, qui est quand même un moment très agréable. Donc, on va prendre une dernière question. Bonjour. Donc, je vais essayer de poser 3 questions en une. La première, c'était d'un point de vue strictement méthodologique. Pourquoi avoir choisi des tranches d'âge différentes entre le Québec et la France pour cette démarche comparative? La deuxième, c'était peut-être en écho à la question de Pierrine. Est-ce que ça veut dire que les travailleurs sociaux ou les personnels de la protection de l'enfance dans ces milieux-là n'arrivent pas ou ne sont pas aussi des sollicitateurs de cet engagement des jeunes? Je voulais juste une petite précision par rapport à ce que vous aviez dit. Et la troisième, c'est de pouvoir savoir si, alors en France, on développe notamment la question des parrainages affectifs pour aider justement des jeunes à être dans ces adultes de référence et aussi de pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, ne pas forcément sortir d'un dispositif de protection de l'enfance sans aucun lien affectif. Est-ce que du coup ça se développe aussi au Québec? Je vais répondre à la première question rapidement. En fait, oui, vous avez remarqué qu'au Québec, il y avait des jeunes aussi jeunes que 16 ans dans les organisations d'anciens placés. En fait, c'était des jeunes qui étaient toujours placés et leur participation était en vue de les préparer à la sortie au placement parce que, comme vous le savez peut-être, on a un programme ici de préparation à la sortie au placement qui s'appelle le programme PQJ, Programme Qualification Jeunesse, auquel tous les jeunes n'ont pas droit. Il faut avoir certaines caractéristiques pour vouloir y participer. Il faut vouloir avoir envie, avoir l'espace mental d'y participer au moment où on vous l'offre. Donc, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là pour X raisons valables, vous n'avez plus le droit au programme et vous devez faire votre sortie à la vie adulte sans préparation. Alors, le RIC à Québec avait décidé d'ouvrir les services à des jeunes de 16 ans qui n'avaient pas nécessairement le droit au PQJ, qui pouvaient l'avoir aussi pour, comme complément finalement ou pour compenser pour l'absence du service. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes mineurs au Québec. En fait, ils viennent essentiellement du RIC, hein, si je ne me trompe pas.
Est-ce que, pour la deuxième question, tu veux... Oui, mais je pense qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Oui, malheureusement. Est-ce que vous voulez venir nous parler à la pause? Oui, mais c'est ça, c'est plutôt ça. Donc on peut... Merci.